Merci. Alors, je suis un petit peu soulagé parce que on ne s'était pas contacté avec Geneviève. J'avais peur qu'on soit sur les mêmes plates-bandes. Comme on n'est ni marxiste, ni brodélien, mais polanien, je pensais qu'on pourrait avoir des zones de ressemblance dans les propos. Pour faire le lien, je voudrais faire deux petites remarques. L'histoire de la comptabilité, Max Weber reprend à son bar, c'est lui qui le premier met l'accent là-dessus, et on doit la comptabilité en partie double à un moine italien qui s'appelle Luca Pacioli. Et c'est lui qui le premier fait la distinction dans les familles florentines entre la flotte maritime de la famille de Médicis et puis de l'autre côté la famille elle-même, ce qui donnera la différence qu'on a aujourd'hui dans notre langage entre la personne morale et la personne physique en termes de droit. La deuxième, c'est sur l'échange équitable. Ce qui nous avait beaucoup intéressé à nous à l'époque, c'était le commerce équitable intégré et non pas labellisé. Il y avait toute une discussion. Je voudrais rendre hommage à Michel Besson qui nous a quittés cet été et qui a été à Saint-Denis certainement l'artisan le plus remarquable de ce commerce intégré et du fait que ce qu'il pensait, lui, être un vrai commerce intégré, c'était le fait de suivre le producteur jusqu'au consommateur avec toutes les différentes phases intermédiaires et non pas ce système de label qui va se généraliser et qui va dévoyer en fait l'échange équitable. Alors, voilà, ça c'était pour le lien avec Geneviève. Alors, j'ai trois tares en fait. Une première tare, c'est que je suis économiste. Une deuxième tare, c'est que je suis universitaire. Et une troisième tare, c'est que quand je suis dans des tribus d'économistes, on dit ah mais Jacques Prat c'est un anthropologue, il n'est pas tout à fait économiste. Et quand je suis en anthropologie ou en sociologie, on dit ah mais Jacques Prat il est très économiste. Donc, j'échapperai certainement pas à ces trois tares qui me sont régulièrement reprochés. J'ai fondé avec Geneviève et avec d'autres un master il y a 20 ans, qui était certainement le premier en France avec celui de Valenciennes. Et nous avons essayé de créer, je dirais, un nouveau format d'entreprise coopérative. C'était ça un petit peu l'idée. Et ce nouveau format, il était en relation très nette avec le début des coopératives en France, c'est-à-dire dans les années 1830, ce qu'on appelait l'associationnisme ouvrier. Et c'était l'idée qu'il y avait dans les années 80-90 quelque chose qui nous faisait penser à cette reprise en main d'entreprise par les personnes elles-mêmes. Et c'était cette idée qui avait retenu notre attention. Depuis, on a formé des dizaines et des dizaines de personnes, des centaines même, je crois près de 350, qui ont donné lieu dans la région, dans la nôtre, mais en France et parfois à l'étranger, aux principales coopératives d'autopartage. Par exemple, elles viennent de chez nous, aux ressourceries, aux cafés culturels en milieu rural, à des ateliers de couture, à des coopératives d'AMAP, à des coopératives de poissons, à des coopératives d'habitants, à la permaculture, etc. Donc on a, depuis 20 ans, initié à raison d'une vingtaine d'étudiants par an un certain nombre d'initiatives dont toutes ont une finalité qui est commune, c'est que ce sont des coopératives et avec un regard sur la coopérative qui fasse qu'on s'écarte de l'isomorphisme qui a eu lieu dans les coopératives bancaires, agricoles, semencières, de consommation, etc. et qui ont fait que la coopérative aujourd'hui n'a plus grand-chose avec ce pour lequel elle avait été mise en place et instituée dans les années 1830, disons dans l'associationnisme ouvrier jusqu'à la commune, quoi, pour faire vite. Et cela, on s'est aperçu très, très nettement qu'il y avait quelque chose qui, à chaque fois, était une étape supplémentaire dans cet isomorphisme, c'est-à-dire l'isomorphisme, c'est géométriquement une figure qui ressemble à celle qu'elle voulait concurrencer au départ. C'est-à-dire que la coopérative était née d'une volonté de s'opposer à l'entreprise capitaliste classique, et en fait on s'est aperçu qu'au fil du temps, la coopérative perdait de sa capacité et se rapprochait de l'entreprise qu'elle voulait critiquer. Et
chaque fois, on s'est aperçu qu'il y avait des lois qui avaient été votées et que ces lois avaient contraint, donc d'une certaine manière, c'est l'État qui avait contraint les coopératives. La première loi, c'est celle de 1867, c'est celle de la création des sociétés commerciales. Quand on crée la société commerciale en France, les coopérateurs disent non, 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 surtout ne nous mettez pas dedans, on veut absolument pas entendre parler de société commerciale. Et on inclut dans un titre 2 de la loi une société à capital variable. En fait, entendez société à capital variable, c'est une coopérative, et on l'intègre comme société commerciale. Ceci, ça va être tragique parce que ça va être un long mouvement qui va faire en sorte que le travailleur associé va devenir petit à petit salarié, ce qui est un cas très très français. C'est-à-dire que dans les coopératives françaises, le travailleur associé et salarié est obligatoirement salarié, ce qui n'existe pas en Espagne. En Espagne, un travailleur d'une coopérative associée n'est pas un travailleur salarié. Et en Italie, ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. Vous avez les deux possibilités. Cette loi donc, de 1867 va petit à petit amener la coopérative à ressembler à celle qu'elle voulait s'opposer. Le phénomène va être renforcé avec Léon Blum quand il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire que la coopérative attend de l'arrivée d'un pouvoir de gauche quelque chose qui pourrait lui faciliter la voie. Ça ne sera pas du tout le cas. Léon Blum aménage le salariat, mais il n'aménage pas la coopérative. Il ne parle absolument pas des coopératives. Ça sera le cas quand la gauche arrive au pouvoir avec Mitterrand en 1981, où dans tout le plan qui a été mis en place par la gauche, il n'y a rien sur la coopération. Rien, pas un mot. On parle de nationalisation, on parle de relance de la consommation, on parle d'aménagement des relations dans le secteur public, etc. Mais à aucun moment donné, on ne parle de la coopération. La coopérative ne fait pas partie de ce qui constitue le programme commun de la gauche. Et puis, ça sera finalement la dernière, la loi Hamon, qui est une véritable catastrophe. On ne pouvait pas faire plus mal, où on a, mais j'y reviendrai si vous voulez, une inversion totale des choses, c'est-à-dire que Benoît Hamon a fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Mais si vous voulez, je reviendrai là-dessus. Alors, j'ai appelé cette intervention le bricolage économique des utopies réalistes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est du bricolage. C'est-à-dire qu'on essaie de se situer dans un cadre que je vais essayer de définir, qui est un cadre légal, et en même temps où on essaie de tirer les choses à la limite de la légalité, mais sans passer le pas de l'illégal. Et je voudrais pour ça partir d'un premier constat qui me paraît très massif depuis une trentaine d'années, mais encore plus depuis la création de ce master, c'est qu'on a, dans le cas de la France, mais je pourrais vous parler de l'Italie ou de l'Espagne, que je connais pas mal, et donc on a à peu près les mêmes phénomènes, on a énormément de création de mouvements non partidaires. Non partidaires, c'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une élection ou de candidats à des élections. Attaque, bien entendu, Ville en transition, Alternativa, les Colibris, les Décroissants, les ZAD, Extinction Rébellion, etc. Je vous en passe. On pourrait se féliciter de ce qu'apportent tous ces mouvements antipartidaires dans l'étude de la crise de la financiarisation du monde, de la crise écologique, du déséquilibre ville-campagne, des relations nord-sud, du délitement politique, etc. Mais force est de constater que cette force de ces entreprises instituantes, de ces initiatives instituantes, plutôt riches, sont à mettre en parallèle avec quelque chose qui est inverse, qui est la partie instituée. C'est-à-dire, autant il y a de mouvements non partidaires dans la France d'aujourd'hui où sont faites des critiques du système industriel, autant il y a peu de traduction instituée de ces critiques. Autrement dit, on a l'impression que tout ça parle, mais qu'il n'y a rien du point de vue pratique, ou bien que les pratiques ne trouvent pas une théorie suffisamment générale qui puisse se dépasser, si vous voulez, les petites spécialisations qu'ont chacun de ces groupes. Voilà. La question centrale pour moi, ça a été celle-là, et c'est toujours celle-là, c'est-à-dire comment se fait-il que
il y a un décalage entre cette partie instituante de mouvements sociaux et puis la traduction instituée de toutes ces critiques, où là, on a affaire à quelque chose qui est un paysage relativement vide. Et donc, quand on a monté ce master, donc l'idée, c'était précisément de faire ce lien, c'est-à-dire d'essayer de trouver entre Polanyi, par exemple, les travaux de Polanyi, et puis de l'autre côté, avec qu'est-ce qu'on fait de cette critique de Polanyi, qu'est-ce qu'on dit de cette critique de la marchandisation, qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire comment on le traduit, comment ça se traduit. Un premier constat, c'est que on s'aperçoit que dans toutes les périodes qui ont été des périodes un peu choc, un peu brutales, je pense à 18-19 en Allemagne, je pense, mais même avant, je parlais de l'associationnisme ouvrier, mais je pense aussi quelque temps après en Hongrie, je pense en 1936 en Espagne, je pense en 1973 lors de la grève des patrons au Chili, mais je pense aussi en Argentine aujourd'hui. On constate que chaque fois qu'il y a des choses alternatives instituées qui se mettent en place, ce sont toujours des coopératives. C'est-à-dire, depuis le début du capitalisme, on n'a pas trouvé de structure autre de réponse aux entreprises actuelles que celle de la coopérative. Et par ailleurs, on constate aussi que c'est lors d'une révolte, d'une lutte, d'une résistance où, voilà, que se construit un bricolage coopératif. Et que chaque fois qu'on ôte cette partie instituante, ce bricolage coopératif devient fonctionnel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il perd tout ce qu'il avait animé et il rentre dans une logique qui est la logique du capitalisme. De ça, on a énormément de contre-exemples, c'est-à-dire le constat est fait en France, j'allais dire en Italie, parce qu'en Italie c'est beaucoup plus manifeste, mais en France aussi. Je vous donne un petit exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité avec les scopes de l'Aude, les glaces de l'Aude, très bonne, qui est l'entreprise classique d'un patron voyou qui laisse l'entreprise et qui part en Allemagne, et les ouvriers s'opposent et reprennent cette entreprise en coopérative. Eh bien, cette entreprise, quand elle a été créée, quand le mouvement a été créé, ils ont créé à côté une association de 1901. Et cette association de 1901, elle existe toujours. Et donc, dans la discussion qu'il y avait, le responsable de la coopérative disait, en fait, on a besoin d'une association des glaces de l'Aude qui nous permettent, en fait, de ranimer cette flamme, ce qui a fait que, en fait, aujourd'hui, la coopérative marche. Et si on perd l'association, la coopérative aura tendance à faire un travail quotidien d'activité économique et perd cette dimension politique qu'il avait nommée. Ça, je pourrais vous donner énormément d'exemples en Italie. Les Italiens sont très très forts là-dessus parce qu'ils ont la chance d'avoir été très restrictifs sur la création des associations. Alors qu'en France, on a donné à l'association de 1901 une allure qui est complètement fantasque, c'est-à-dire qui n'existe pas. Sachez par exemple qu'on est incapable de dire aujourd'hui en France quel est le nombre d'associations qui existent en France. Pour une raison simple, c'est que quand vous avez une association, si elle n'est plus en activité, vous n'avez pas besoin de déclarer. Vous ne dites rien. Donc, de sorte qu'on ne peut pas savoir quel est le nombre exact d'associations qui existent en France. Et ces associations ont pris souvent des allures d'entreprise. C'est-à-dire beaucoup d'associations sont, je pense, à Léo Lagrange, par exemple. Léo Lagrange est une association de 1901, c'est une véritable entreprise avec des salariés. Et les Italiens ont réservé à l'association l'étymologie de l'association, c'est-à-dire une association, c'est une association de personnes. Voilà, rien de plus. Ça n'est pas une entreprise. Ce sont des gens qui se réunissent ensemble avec une finalité.
Et en réservant à l'association ce caractère très, très, très restrictif, les Italiens ont laissé à l'association une dominante politique. Et quand l'association veut se transformer en coopérative, alors ils ont inventé toutes sortes de coopératives, des coopératives sociales, des coopératives de production, de consommation, etc., qui, elles, ont une activité économique. Mais il leur reste toujours cette association de personnes qui a pour fonction de réactiver la question de la coopérative. Alors il me semble, personnellement, qu'au bout de 20 ans de suivi de ces coopératives et de ce monde-là, il me semble qu'il y a finalement deux écueils dans ce système-là. Le premier écueil, c'est le communisme utopique, c'est-à-dire ce fantasme d'un monde qui serait dépourvu de médiation, de relations de pouvoir et qui réglerait les différends. Et je pense que c'est une erreur, alors ce serait long de le dire, mais je pense que c'est lié au fait que, en fait, on n'est pas dans un processus de sublimation là-dedans, qui déplace le désir vers une construction qui pourrait être poétique, culturelle, artistique. On est dans l'idée de l'idéalisation, c'est-à-dire dans une espèce de déni de la différence et de l'ambivalence, et qui fait qu'on a une espèce de superposition, de recouvrement de l'imaginaire individuel sur l'imaginaire social. Bon, on pourra discuter de ça. Je vous renvoie à Castoriadis, a longtemps discuté de ces questions-là. Il a longuement développé. Donc il y a une forme d'erreur là-dedans, de choses qui pourraient faire croire qu'on pourrait, dans ces mouvements, avoir quelque chose d'autosuffisant, de quelque chose qui est fermé sur la société et qui peut continuer à fonctionner en vase clos. Et puis le deuxième risque, c'est le risque de l'impératif gestionnaire, c'est-à-dire le fait que toute création économique aujourd'hui, elle tend à être banalisée par le marché ou institutionnalisée par l'État. Voilà. Et toute l'histoire de l'économie sociale est là pour le démontrer. Le Crédit Agricole est une coopérative bancaire. Je ne sais pas si vous connaissez le Crédit Agricole, mais moi, je connais une coopérative bancaire. Je peux vous dire que le Crédit Agricole n'est pas une coopérative bancaire. Bon. Et puis, vous trouvez de l'autre côté l'institutionnalisation par l'État, la mutualité française. Les gens pensent que la mutualité française, c'est l'État. Il faut une confusion totale, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais ils se sont tellement approchés des règles de l'État que finalement, les gens finissent par confondre. Donc, ce risque-là d'institutionnalisation par l'État et de banalisation par le marché est un risque qui est... Alors, ça veut dire que le créneau, si vous voulez, l'espace qui nous est laissé est finalement très réduit. Hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de construire des structures, mais qui ont, si vous voulez, qui partent du principe que, en fait, Castoriadis dit ça quelque part aussi, il dit mais aucune structure peut exister dans un monde alentour qui lui serait hostile. C'est-à-dire que toutes les structures dont on va parler, toutes ces structures-là, elles ont quelque chose qui à un moment n'est pas bien, enfin qui ne va pas, quoi, sur lequel on n'est pas d'accord avec la thèse générale. Et il n'y a pratiquement rien qui échappe à ce mouvement. Et tant que nous serons dans un système hostile, toutes les structures que nous mettrons en œuvre sont des structures qui à un moment présentent un truc. Vous dites, ouais, en fait, c'est bizarre quand même, hein, du point de vue éthique, comment ça se fait qu'une structure de ce type. Je pense que c'est inhérent à ça. On peut le dire de la manière suivante. Un slogan des années 60 disait que l'humanité ne serait vraiment heureuse que lorsque le dernier des capitalistes aurait été pendu avec les tripes du dernier des bureaucrates. Bon, si on est d'accord avec cette idée, ça veut dire que le moment où cela va arriver, c'est un moment qui est assez long. C'est-à-dire que entre le moment où on arrivera à cette situation aujourd'hui, on a fort à parier qu'on va avoir une déliquescence de la société, d'une déliquescence de ce monde qui sera bousculée par des ouragans, par une fonte des glaces, par des épidémies, par des révoltes, et pendant que les réserves naturelles s'épuisent. Il faut donc que les expériences que nous menons aient une certaine durée. C'est-à-dire la durée, c'est celle qui permet, et là il peut y avoir une différence entre ce que tu as dit, la pérennité pour moi c'est pas le fait qu'on peut maintenir dans le système capitaliste une entreprise, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'arriver le moment venu
et je vais préciser ce que j'appelle le moment venu, avec des structures dans lesquelles vous avez commencé à essayer d'entrevoir qu'est-ce qui pourrait arriver. D'accord? C'est ça l'idée. Ça veut dire que, par exemple, si vous décidez dans les structures, ce que nous faisons, nous, d'avoir des rémunérations qui sont versées, qui varient de 1 à 2 ou des fois de 1 à 3, vous vous préparez à avoir une structure qui, dans un autre monde, sera une monde dans lequel les rémunérations seront à peu près identiques. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de faire en sorte de mettre en place des structures dans lesquelles déjà, à l'intérieur de ces structures, vous préparez quelque chose qui pourrait être postérieur. Pérenne, donc c'est ça que ça veut dire. Hein. Pérenne, ça ne veut pas dire que ce sont des entreprises qui vont être florissantes dans le capitalisme. Ce sont des entreprises dans lesquelles on va déjà commencer à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Le bon moment que je vous ai donné tout à l'heure, c'est, me semble-t-il, mais là aussi ça peut être discuté, mais je veux bien en discuter avec vous, c'est que je pense qu'en 1936 en Espagne, si les Espagnols avaient été plus au clair de ce qu'est une coopérative, de ce que fonctionne une coopérative, nous ne serions peut-être pas là. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de n'importe quoi dans le monde coopératif. On peut être tolérant vis-à-vis des Espagnols, parce que les Espagnols avaient demandé aux Italiens et aux Français de venir les aider dans le montage de ces coopératives, ce que les deux pays ont refusé de faire. Mais je pense que voilà, ça veut dire que dans des périodes qui sont des périodes clés, les mieux préparés et ceux qui sont le plus en adéquation avec le monde qui sera le monde futur sont ceux qui, à mon avis, ont le plus de chances de faire arriver ce monde. En même temps, quand j'ai dit tout à l'heure pérenne, il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'illégalité. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais partagé l'idée de la coopérative intégrale de Catalogne. Hein. Alors, je vais expliquer. Et je pense que la raison de la déstabilisation par un maire de gauche était un peu inévitable. Et moi, je me souviens quand on avait discuté avec eux que j'avais dit, je trouvais. Bon, le principe est relativement simple, la coopérative intégrale. Ils sont installés un peu dans tous les domaines, surtout de la santé. Hein, c'est là où c'est le plus spectaculaire, dans des immeubles qui étaient squattés à Barcelone. Et le principe consistait à gruger la fiscalité espagnole pour pouvoir payer des gens qui étaient déclarés bénévoles, mais à qui on donnait une petite allocation supplémentaire. Et pour pouvoir gruger le gouvernement, il demandait à chaque personne qui faisait partie de la coopérative d'amener des frais de restauration, de déplacement, etc., qui leur faisaient grimper la TVA déductible, de telle sorte à ce que, compte tenu d'une TVA collectée qui n'était pas très très importante, parce que le prix des services était relativement bas, faisait en sorte qu'ils n'avaient pas de TVA à décaisser. D'accord ? Donc le système était relativement simple. Vous amenez des frais d'essence, vous amenez des frais de restauration, vous faites monter le taux de TVA déductible, on a la TVA déductible qui s'approche de la TVA collectée, on n'a donc pas de TVA à décaisser. Comme ce sont des faux frais, ça permet ensuite de rémunérer des bénévoles. Bon. Alors, je connaissais le truc quand on en avait parlé et je leur avais dit que je ne croyais pas à ça parce que je pense que c'est... Alors, attendez, une réserve. Hein. Ma position n'est pas une position morale. Hein. Évidemment, je sais très bien que dans les 3/4 des entreprises aujourd'hui, c'est un truc qui est commun. Hein. Tout cadre d'une entreprise fait passer des repas avec ses copains comme des frais. Hein. Donc, c'est pas ma position, elle n'est pas morale. Hein. Ma position, elle est que je pense que c'est très très facile pour le pouvoir d'en face de pouvoir dézinguer une coopérative qui fonctionne là-dessus. C'est très très simple, c'est un jeu d'enfant. Et ça n'a pas raté, c'est-à-dire que dès qu'on a mis 2 ou 3 contrôleurs fiscaux dessus, on a pu les descendre. Donc mon idée, c'est quand même d'avoir toujours des règles qui sont des règles qui peuvent être acceptées fiscalement et qui sont pourtant à la limite de ce qu'on accepte. Je vous donne un exemple. Vous avez une coopérative de consommation alimentaire à Saint-Denis. Cette coopérative de consommation alimentaire est dite autogérée et elle a une qualité très particulière, c'est que c'est une coopérative de consommation dont le prix d'achat est égal au prix de vente.
Prix d'achat est égal au prix de vente, ça veut dire en termes de TVA, vous ne payez pas de TVA collectée parce que vous ne collectez pas plus que de TVA déductible, puisque le prix d'achat est égal au prix de vente. Donc légalement, vous n'avez pas de valeur ajoutée comptable. En fait, vous avez une valeur ajoutée, c'est qu'il y a plus de 200 et quelques produits qui sont référencés, il y a des dizaines de coopérateurs qui viennent tous les jours. Et la règle qui a été mise en place, c'est que le prix d'achat est égal au prix de vente. Les gens paient eux-mêmes les avances des produits qu'ils vont consommer. Autrement dit, vous décidez de mettre 150 € par mois à la coopérative. Vous n'allez pas aller à la coopérative avant d'avoir donné ces 150 €. Ces 150 €, c'est une avance sur les achats qui sont faits. D'accord ? Donc, du coup, ils n'ont pas besoin de trésorerie, puisque la trésorerie, c'est vous qui la faites. Ils n'ont pas besoin, la TVA, elle n'existe pas. Ils n'ont pas de gestion de stock. Ils n'ont pas besoin d'avoir de gestion de stock, FIFO, LIFO, tout ça. Ils s'en foutent. Ils ont une gestion physique. Vous avez 10 bouteilles de vin, vous en avez vendu 8, il en reste 2. D'accord ? Sauf vol, qui est un cas spécifique. Là, vous avez un système qui est extrêmement intéressant. Je crois qu'ils en sont à la 22e coopérative qui est créée en France, sur le même modèle que celle de Saint-Denis. Je trouve que c'est très, très intéressant parce que n'importe qui, tous, on est capable de faire ça. On est capable de choisir dans nos produits respectifs. Vous choisissez vos produits. Donc, si moi, je rentre dans la coopérative, je dis, je m'occupe du vin, je vais vous acheter du vin, d'accord ? Donc, j'en achète, par exemple, 25 bouteilles. Si ça ne vous plaît pas, il y a quelqu'un d'autre qui va dire, mais non, ce vin, il n'est pas bon, etc. On liquide les 20 bouteilles, et puis on passe à un autre. Donc, il n'y a pas de règle, si vous voulez, qui serait une préférence qui est opérée par un groupe, par une technocratie, etc. Il n'y a personne qui n'est payé. Donc, il n'y a personne qui peut prendre le pouvoir. Pas de pouvoir, puisque de toute façon, vous n'y êtes que pour l'intérêt commun. Vous n'y êtes pas là pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas de fiscalité, mais vous n'avez pas de fiscalité pas parce que vous êtes hors la loi. Vous avez créé un système qui fait que la fiscalité, vous n'avez pas à la payer. D'accord ? Et là, le système de l'avance fait que vous vous enlevez toute la complexité du monde capitaliste. Je pense par exemple à la gestion des stocks, qui est un peu compliqué, la gestion des stocks. Savoir combien vous évaluez la valeur des stocks, des marchandises quand elles partent, etc. Ça donne lieu à des systèmes comptables très compliqués pour rien. C'est-à-dire que si vous faites simplement les choses, vous pouvez gérer uniquement des quantités sans la valorisation. D'accord ? Voilà. Donc, ça vous donne un exemple de ce qu'on cherche, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est ne jamais être dans la loi, contre la loi, hors la loi, parce que là, on serait les premiers des gagnés, parce que ce qui est toléré pour une entreprise capitaliste ne l'est pas toléré chez nous. Donc, voilà les dispositifs qu'on cherche, et en même temps, de faire en sorte que la gestion soit une gestion relativement simplifiée, parce que ce que vous n'avez pas dit dans toute la partie économique, c'est que l'économie devient de plus en plus compliquée, mais de plus en plus compliquée comme un syndic est compliqué d'un immeuble. Voilà. Nous, on a monté un habitat coopératif à Bègle. Quand on nous a demandé vous avez un syndic, on n'y veut pas de syndic. Bon, d'accord. Comme vous allez faire pour les millièmes et tantièmes, on ne fait pas de millièmes, on ne fait pas de tantièmes. On distribue les parties communes à part égale. D'accord. Comment vous faites pour les voies ? Un appartement, une voie. Vous avez 50 mètres carrés, vous avez la même voie que celui qui a 120 mètres carrés. Ça fonctionne très bien. Et vous n'avez pas besoin de vous compliquer, de savoir quelle est l'utilisation que vous faites des escaliers en commun, selon que vous êtes au 3e étage ou au 1er étage, vous ne payez pas le même prix. Mais attendez, mais il faut être fou pour faire. Et quand vous regardez la différence qu'il y a, on leur a fait à Bègle, la différence qu'il y avait entre le calcul d'un syndic et le calcul qu'on leur faisait, c'est-à-dire un calcul en division par nombre d'appartements, en fait, c'est 3 fois rien, quoi. Sauf que le travail du syndic, vous, si vous voulez le faire, vous ne savez pas le faire. C'est relativement compliqué, alors que le travail qu'on vous propose, c'est un travail très simple, parce qu'il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Voilà. Je crois qu'une des idées phares qu'on a eues dans ces 20 ans, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est de décaniller cette complexité apparente des choses où on vous dit c'est très très compliqué, tout est très 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 compliqué. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'on veut le rendre compliqué. Mais dès que vous enlevez les spécialistes et que vous ramenez les choses à un niveau relativement simple, vous apercevez que vous avez énormément d'entreprises qui sont relativement simples et relativement simples à gérer.
Alors, il y a un point là-dessus j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais un point qui nous a été un truc un peu compliqué, c'est que c'est cette question de radicalité. Je me souviens, moi, de la colère de Cornelis Castoriadis sur ces histoires de radicalité. C'est-à-dire, il disait, j'en ai marre d'avoir des gens qui me disent, c'est pas assez radical, il y a plus radical que toi. Bon. Pourquoi? Parce que il y a, si vous voulez, dans cette histoire de radicalité, si vous la poussez à bloc, oh, il y a. Ouais, comme quoi les chaises, ça peut être très très simple. Et, et des fois, ça va? Bon. Donc, cette histoire oui, cette histoire de radicalité, elle a été, à mon avis, très très mal posée par quelqu'un comme Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre était quelqu'un qui pensait que chaque fois qu'il y avait de l'institué, c'était plus radical, c'était fini. C'est-à-dire la seule chose qui intéressait Jean-Paul Sartre, c'était la manifestation de rue, c'était d'accord. Et dès qu'on passait à quelque chose qui se fixait, à ce moment-là, il disait c'est plus radical. Castoriadis dit exactement le contraire. Castoriadis dit mais c'est au contraire lorsque vous instituez que vous allez pouvoir regarder si ce que vous avez institué peut être mis en question ou pas. Si ce que vous avez mis en place peut être mis en question, alors là c'est très radical. Si ce que vous avez mis en place, à force de loi, c'est-à-dire ça ne bouge pas, à ce moment-là, ce n'est pas du tout radical. Voilà. Je pense que cette définition de Castoriadis ouvre un horizon et pour nous a été très important, hein, parce que, si vous voulez, la meilleure façon d'être radical, c'est de ne rien faire. Tant que vous êtes dans le discours, vous pouvez avoir toutes les radicalités que vous voulez. Dès que vous commencez à mettre un pied sur des pratiques quelconques, vous n'êtes plus radical. Vous n'êtes plus radical parce que vous êtes obligé de composer. Mais cette idée selon laquelle chaque fois que vous instituez quelque chose, il faut prévoir la possibilité de la remettre en cause, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe par une délibération, on passe par une décision qui fait que tout ça peut être discuté. À ce moment-là, vous rentrez dans un processus qui est beaucoup plus intéressant de notre part. En fait, nous, on en avait fait un élément important, si vous voulez, parce qu'on butait souvent sur cette question-là et qui faisait qu'on n'avançait pas. Un des aspects qui nous a paru le plus important et qui fait référence dans les entreprises qu'on regarde, les entreprises coopératives, ce sont celles qui ont refusé de grossir. Voilà. On parlait des glaces de l'Aude. Les glaces de l'Aude ont eu une possibilité. Carrefour leur a proposé de vendre ces glaces sur tous les rayons de Carrefour. Et ils ont refusé parce que pour deux raisons. La première, c'est que ça les faisait grossir trop. Ils n'avaient pas envie d'avoir une taille aussi importante. Et la deuxième, c'est qu'ils se mettaient en dépendance de Carrefour. Et donc, pour ces deux raisons, ils ont refusé. La même chose est arrivée à Ardeleine, hein, qui avait refusé un contrat avec la Chine. Ardeleine, c'est une petite coopérative qui est en Ardèche, hein, l'Aisne en Ardèche, Ardeleine, et qui avait eu une proposition d'un contrat qui était avec la Chine, ou Japon, peut-être, bon, voilà, pour des matelas. Et donc, ils ont refusé pour la même raison. Hein. Donc, voilà, l'effet de taille est pour nous un effet très important. Et ce qu'on dit généralement, c'est que quand les entreprises sont performantes dans les règles qui sont celles du système capitaliste, on fait un système de marquetage, c'est-à-dire qu'on en crée d'autres. Et les glaces de l'Aude ont proposé au nord, puisqu'ils s'arrêtent à peu près au-dessus de la Loire, ont proposé au-dessus de la Loire d'aider à créer une autre coopérative de glace. Sur le même régime que le leur, mais la multiplication est toujours de petites structures est toujours préférable au grossissement d'une grosse coopérative. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite ou pour aller à ma conclusion. Finalement, il y a 3 points qui nous paraissent importants et qui fait un peu force de loi maintenant dans les créations qu'on a de ce type-là. La première, c'est une dimension qui est compliquée, qui est une dimension subjective, qui relie l'instituant à l'institué et qui rapproche la personne d'un groupe. Tout ça, c'est très compliqué parce que dans tout groupe, vous avez un type qui est autoritaire, une fille qui est, je ne sais pas trop quoi, enfin hystérique par exemple. Là, c'est banal. Alors, on peut dire une fille autoritaire et un homme hystérique pour éviter les. Bon, hein, vous avez
Et ça, c'est relativement compliqué parce qu'il y a un rapport dans toutes les créations de collectifs de ce rapport entre la personne et le collectif et le groupe. Donc il y a une première dimension qui est cette dimension qu'il ne faut pas occulter parce que nous, elle nous a joué des tours dans certains cas et c'est relativement difficile à ressortir. Deuxième dimension, c'est une dimension politique. C'est-à-dire que les structures que nous avons sont toutes des structures dont domine la dimension politique. Ça ne veut pas dire, le troisième point, c'est la dimension économique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'économie. Ça veut dire qu'il y a une économie qui est un bricolage, qui est une façon d'arriver à gérer et à se maintenir. Mais si vous perdez la dimension politique qui est à l'origine du projet de la coopérative, vous perdez tout. Ça, c'est relativement compliqué parce qu'au fur et à mesure que les coopératives se mettent en place, elles perdent au fur et à mesure du temps cette dimension politique et donc il faut qu'il y ait quelque chose qui la soutienne. Voilà. Au fond, la question qui est jamais posée dans tous ces trucs-là, tous ces mouvements, tout ça, c'est qu'est-ce qu'on veut? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on veut? Et à cette question, qu'est-ce qu'on veut? On y répond rarement, comme si il y avait un implicite, hein, c'est-à-dire comme si tout le monde était sûr de la question, de la réponse. D'accord? Or, je ne crois pas du tout que cette question est évidente et que souvent, on n'a pas fait expliciter les gens sur ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? C'est quoi? Ce qui compte. Voilà. Merci de votre écoute.